Bonsoir, chères étudiantes, chers étudiants, chers auteurs, chers jurés, chers collègues. Je tiens à saluer monsieur le vice-président du Conseil de la Commission de la formation et de la vie universitaire, cher Olivier Houdard, madame la vice-présidente du Conseil d'administration, chère Vanessa Castejon, madame la directrice de l'UFR des sciences de la communication, chère Karine Grandpierre. Merci à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas, excusez-moi, je n'ai pas vu, mais je crois que monsieur le président de l'université n'est pas encore arrivé. Alors, je le salue même en l'attendant, en espérant qu'il ait l'occasion de nous rejoindre. Je le remercie en tout cas, comme je remercie la CVEC, Contribution Vie étudiante et de campus, d'avoir rendu cet événement possible. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation pour cette deuxième édition du prix Texto, Université Sorbonne Paris-Nord, orchestrée dans le cadre du cycle Oralité, avec une équipe de choc, Carole Bedou et Magali Terrier du service culturel, Pierre Damet pour la captation audiovisuelle, Stéphane Houdard pour les photos, et avec l'aide de Claire Polian, enseignante de lettres modernes à l'IUT de Villetaneuse, et le concours du service de la communication et de la bibliothèque universitaire. C'est une joie renouvelée de vous retrouver ici, à la Maison de la Poésie, qui nous reçoit avec sa générosité légendaire. Merci à monsieur le directeur Olivier Chaudançon et à toute l'équipe de la régie et de la communication. Merci également à Radio Campus, qui a promu l'événement à l'antenne et en ligne. Cette soirée doit aussi beaucoup, bien évidemment, à nos 30 jurés, dont 25 étudiantes et étudiants, lecteurs et lectrices passionnés, et redoutables rhéteurs émanant de nombreuses formations de l'USPN, aussi bien des IUT que de la faculté de droit, des départements de médecine, de psychologie, de lettres, de l'UFR des sciences de la communication, et j'en passe. Avant de laisser la parole à Loli Charbonnel, Astrid Chedoz et Mélissa Bellazar, étudiantes à l'UFR des sciences de la communication et animatrices du média 13e Monde, pour vous présenter les livres de la sélection et s'entretenir avec leurs auteurs, je soulignerai que cette soirée se place bel et bien sous le signe de la littérature, puisque s'ouvre aussi ce soir le nouveau Festival du Livre de Paris, preuve qu'il y a des 21 avril plus joyeux que d'autres. J'ajouterai qu'il y a aussi des débats, plus réjouissants que d'autres, où la culture occupe une place centrale, comme en attestent les discussions passionnées qui ont animé les 2 dîners de délibération en mars, puis en avril, autour des 6 livres de la sélection, que vous découvrirez ce soir en compagnie des membres du Club Théâtre. Je remercie à cette occasion Jean-Pierre Becker qui a entraîné, qui a permis ces lectures que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc en compagnie également des auteurs qui nous ont rejoints spécialement pour l'occasion et que je remercie. Et bien entendu, j'ai oublié quand même, c'est grâce à eux que les livres ont pu être lus, comme je le disais tout à l'heure, avec passion, les membres du jury, dont certains viendront également sur scène tout à l'heure. Si la culture et la création sont au cœur de nos débats, mais aussi de nos pratiques pédagogiques, c'est parce qu'à l'université, nous sommes intimement persuadés que la sensibilité artistique et la réflexion nourrie par la lecture et le dialogue sont essentiels à la formation des esprits. Dans cette perspective, je remercie très vivement Grégoire Bouillet, auteur d'une œuvre exigeante, certes intime, mais aussi profondément liée à la société qui la traverse, d'avoir accepté de venir remettre ce soir le prix Texto pour transmettre la flamme de l'écriture entre auteurs et lecteurs. Enfin, toute notre gratitude va aux auteurs dont les livres nous réunissent ce soir et qui en parleront tout à l'heure en scène. Bienvenue à Delphine Sobabert, Émilie Papatheodorou, Sylvie Wojcik, Yamen Manaï et Tom Charby. Ironie du sort, Éric Chauvier, dont le roman Plexiglas, mon amour, met en scène un narrateur confiné en pleine pandémie de Covid-19, est lui-même en quarantaine ce soir. Ce n'est pas drôle. Nous lui souhaitons donc un prompt rétablissement. Avant de faire entrer ces belles plumes en scène, je cède la parole à Loli et Astrid pour vous donner un avant-goût de leurs œuvres. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Excellente soirée.
bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce soir pour célébrer la littérature. Je suis Astrid, étudiante en licence 3 information, communication, parcours, culture, médias, édition. Et voici Loli, en master 2 politiques éditoriales en apprentissage. Bonsoir Loli. Bonsoir Astrid. Nous sommes ravis d'organiser cette belle rencontre, occasion de renouer avec la convivialité et la culture partagée et les événements du livre, et d'accueillir aussi les talentueux auteurs qui composent notre sélection, dont les livres sont tous parus entre septembre 2021 et janvier 2022. Delphine Saubabert, autrice de La fille de la grêle, paru chez Jean-Claude Lattès, Éric Chauvier, auteur de Plexiglas Mon amour chez Alia, Sylvie Vosgic, qui a publié son second roman Les Narcisses blancs aux éditions Arléa, Yamen Manaï, auteur de Bel Abîme aux éditions Elisade, Émilie Papatheodorou, dont le roman L'Aube américaine est sorti chez Albin Michel, et enfin Tom Sherby, qui publie son roman Les Sirènes d'Esvedra aux éditions du Seuil. Pour remettre le prix ce soir, notre invité d'honneur est Grégoire Bouillet, figure tutélaire des histoires de vie. Il est l'auteur de Rapport sur moi et de L'invité mystère, bref roman autobiographique paru aux éditions Alia au début des années 2000, et du monumental Dossier M, paru en 2 tomes aux éditions Flammarion en 2017 et 2018. Nous nous réjouissons de cette rencontre entre l'écrivain confirmé qu'il est et les représentants d'une expression contemporaine renouvelée. Mettre en avant la littérature contemporaine à l'université, tel est en effet l'objectif de cette 2e édition du prix Texto, initiée par l'équipe des rencontres texto de l'université Sorbonne Paris-Nord et les étudiantes et étudiants du Master 2 Politiques éditoriales. La littérature contemporaine peut parfois être considérée comme inaccessible, élitiste ou inintéressante. Le but de cette initiative est justement de déconstruire ces préjugés, d'offrir à toutes et à tous un moment de lecture, un moment hors du temps, et de rassembler quels que soient nos cursus. Cette année, le thème « Histoire de vie » nous amène à suivre le parcours de personnages qui nous ressemblent, au moins un peu, et auxquels chacun peut s'identifier. Destin extraordinaire ou banal, simple promenade ou course contre le temps, chaque histoire offre un point de vue sur notre monde et notre société et nous invite à réfléchir sur ce qu'être humain veut dire. Après 2 soirées de délibération, le jury, constitué de 25 étudiants et 5 étudiants et personnels de l'université Sorbonne Paris-Nord, a tranché. Et nous allons ce soir vous révéler quel livre a remporté la majorité des suffrages. Mais avant cela, nous vous proposons de découvrir les œuvres sous différents angles. D'abord, chaque œuvre fera l'objet d'une lecture par un membre du club théâtre, puis l'éloge d'un membre du jury. Dans un deuxième temps, nous inviterons tous les auteurs à nous rejoindre sur scène pour répondre à nos questions sur leurs œuvres. Et enfin, notre invité d'honneur mettra fin au suspense pour récompenser le roman qui a suscité le plus d'adhésion. Pour commencer, Astrid, je te laisse présenter le travail de Delphine Saubabert. Si La fille de la grêle est certes son premier roman, elle est déjà connue depuis longtemps pour sa brillante plume, n'est-ce pas ? Tout à fait, Loli. Grande reporter, Delphine Saubabert a reçu en 2010 le prix Albert Londres grâce à ses enquêtes pour l'Express. La même année, elle publie avec Henri Ager le très remarqué Vie de mafia, publié chez Stock, un ouvrage qui tient à la fois du journalisme et de la littérature. Pour son premier roman, La fille de la grêle, elle livre le récit intime de la vie d'une femme, depuis sa tendre enfance à la campagne jusqu'à sa grande vieillesse à Paris. Entre les deux, on découvre une trajectoire difficile et émouvante dans un milieu agricole précaire et une famille dont le quotidien est traversé de violences. En écrivant les expériences vécues à sa fille Adèle, Marie dresse le portrait de cette campagne oubliée dont elle regrette les moments de liberté dans la nature avec son frère, mais qu'elle a choisi de quitter pour trouver une vie meilleure, loin des traumatismes d'enfance. J'invite Margot à nous en lire l'incipit. Allongée sur le lit, je flotte dans un silence cotonneux. Le soleil jaillit par la fenêtre, ricoche sur les poutres du plafond, éclabousse ma chambre d'une lumière de printemps. Je cligne doucement des yeux. Un à un, j'étire les doigts de mes mains, lourdes comme des pierres à mon bras. Mon corps, tout mon corps à la moelle d'une poupée de chiffon. J'entends seulement le bourdon de mon cœur qui pulse dans mes tempes. J'entends l'air qui descend dans ma gorge, le flot de mon sang qui s'écoule dans mes veines. Quelque chose en moi semble sur le point de renaître. Dehors, un claquement d'ailes froisse le calme. Une volée des tourneaux traverse le bleu du ciel, telle une ombre que je distingue à peine. Je ferme les yeux et je te vois. Toi,
ma petite fille, roulée en boule au fond du lit contre ton chat de gouttière, dont la poitrine se soulève en cadence avec la tienne. Toi, assise sur la chaise longue du jardin, me souriant de ton sourire de bébé, illuminant ton visage et le mien. Toi, confiante, muscles tendus, qui te lance sur tes courtes jambes, trébuche et chute contre ma poitrine. Marie, murmure Sylviane, le visage penché sur moi. Je bascule au fond de ses yeux. Elle scrute mon bras. D'un geste lent, précis, elle me soulève le poignet, presse ma peau de son doigt pour palper mon flux. Puis, se retire doucement pour laisser coulisser ma main dans la sienne. Cette main chaude est devenue mon asile, mon espérance, ma croyance. Sylviane se tourne à présent vers ma table de chevet. Elle s'empare de l'aiguille reliée à la perfusion, me pince la peau. Lentement, elle me l'enfonce dans la petite ligne bleutée qui gonfle à mon bras. Je sens un papillon se poser sur moi. Sylviane rapproche le cathéter de ma main. Ma main ouvre le petit robinet. Le goutte à goutte diffuse peu à peu son fluide dans la perfusion. Je regarde le bleu du ciel. Il ressemble à la mer. Il n'y a plus de fenêtre, ou peut-être est-elle ouverte depuis toujours ? Je te regarde encore, ma chérie. Sous mes paupières, tu cours sans fin avec ta naïveté d'enfant. Je mange tes joues rouges, j'embrasse le vent dans tes cheveux d'or. Nous dansons sur les volcans. Nous marchons à 2 pas du soleil. Mélanie, ce roman t'a particulièrement plu, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, totalement. Ces romans impressionnants abordent les thèmes du secret des familles et à travers lui, la question de la transition d'une génération à l'autre. La vérité que Marie livre enfin à sa fille sur ses origines donne toute sa force à son témoignage. La narratrice, au-delà de ses propres contradictions, invite à réfléchir sur des thèmes des sociétés, tels que l'euthanasie et les changements des classes sociales. La fille de la grêle est une œuvre captivante, dont l'étendue et poétique absorbe les lecteurs pendant des heures. On s'identifie sans heurte avec les personnages principaux et secondaires si attachants. Avec son frère jeune, sourd et innocent, avec Joseph, son père bourreau, mais victime de ses propres traumatismes, et avec Marie elle-même, qui essaie de laisser son passé derrière elle et de ne pas commettre les mêmes erreurs que ses parents. Grâce à ces registres descriptifs et lyriques, l'analyse des blessures vécues par chaque personnage réveille en effet des sentiments bouleversants. Tristesse, colère, compassion, culpabilité, vulnérabilité et stupéfaction. Notamment dans ces passages, je cite, « J'ai toujours tremblé, Adèle. La peur ne m'a jamais quittée. Elle est comme un long rôle qui fond dans la gorge, sous le doux sourire que tu m'as toujours connu. Elle était dans le ciel, dans l'air qui nous menaçait, partout, tout le temps. » Fin de citation. Ces émotions font de ces romans un projet littéraire totalement réussi. Après ces romans déchirants, avec une telle beauté d'écriture, on attend avec impatience les 2e romans de Delphine Sobabère. Tout comme Delphine Sobabère, Éric Chauvier mène également des enquêtes de terrain, lui non pas en tant que journaliste, mais à titre d'anthropologue. Il est l'auteur aux éditions Alia des essais Contre Télérama, Des mots sans les choses et d'un récit de fiction, Laura, paru en 2020. Plexiglas mon amour, une nouvelle fiction étrangement proche de la réalité, met en scène Éric, un anthropologue, à son image. Ses enfants passent leur temps devant l'émission de télé-réalité Les Ch'tis, son couple bat de l'aile.
la pandémie de Covid-19 survient, et alors que la crise s'intensifie, il rencontre à la pharmacie Kevin. C'est alors qu'il découvre que son ami de lycée, qu'il n'avait pas vu depuis des années, est devenu survivaliste. Eric commence à le suivre et se laisse inviter dans la cabane de Kevin, ce qui l'amène petit à petit à douter de toutes ses convictions. C'est ainsi qu'il aborde avec mordant la question de la surveillance de masse dans les démocraties en proie à la pandémie. Écoutons-en le début, lu par Lou. Comme d'habitude à cette heure-là, mes enfants regardent l'émission télévisée « Les Ch'tis à Miami ». Nous n'avons, leur mère et moi, rien de mieux à leur offrir. C'est ce que nous nous disons, à demi-mot, ce qui est regrettable, mais insoluble. En d'autres temps, je trouverais ce constat inacceptable. Sauf que les temps ont changé. Je voudrais prendre un air enjoué, mais je n'y parviens pas. Je leur dis bonsoir. Aucune réponse. Sur l'écran de télévision, une jeune femme, tatouée et très maquillée, une ch'ti, je suppose, explique à une autre femme, non moins tatouée, qu'elle possède 250 paires de chaussures. Ces propos m'affligent, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Un des enfants change de chaîne. Des images que je ne comprends pas se succèdent. Graphiques, avec taux de mortalité. Femmes, jeunes et tatouées en shorty, dans des palaces en toque. Graphiques, avec taux de contamination, par région, par pays. Scènes de liesse interdites. Soignants affairés. Jeunes hommes tatoués dans d'autres palaces en toque. Graphiques avec taux d'incidence alarmants. Épidémiologistes cordiaux. Palace, toque. Ange, comment qualifierais-tu ce texte, miroir de notre société confinée encore hier ? Bouleversant. À la croisée entre le monde de 1984 par George Orwell et celui de La Servante écarlate de Margaret Atwood, Plexiglas, mon amour, bouscule par son temps satirique, incisif et terrifiant. Le roman s'empare d'une actualité que nous connaissons tous, que nous vivons encore chaque jour, qui nous interroge, nous dérange et ébranle nos convictions les plus profondes. Si le début de l'histoire est somme toute banal, en ce qu'il présente la vie d'une famille et les retrouvailles d'un vieil ami, le lecteur bascule rapidement dans un tourbillon d'idées, d'hésitations, de critiques et de chaos. Plexiglas, mon amour, suscite de vives réactions, et ce n'est pas une histoire qui repose, mais un récit d'aventure idéologique, un récit d'un monde dystopique qui reflète les peurs, les angoisses, l'espoir qu'ont réveillé en nous une crise sanitaire à la dimension mondiale. En peu de mots, le livre fait une critique acerbe, juste et bouleversante de notre société. Le tout résumé en une citation, je cite, « Nous ne pouvons pas habiter si nous ne bâtissons pas nous-mêmes ». Fin de citation. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais Sylvie Wojcik, auteure d'un premier roman paru en 2020, Le chemin de Santa Lucia aux éditions Vibration, exerce elle aussi un métier de plume. Elle est en effet traductrice dans les domaines scientifiques et juridiques à Strasbourg, où elle vit aujourd'hui, après des études de langue à Lyon, puis à Paris. Elle écrit depuis plusieurs années des journaux, des textes courts et des contes. Dans Les Narcisses Blancs, son nouveau roman, Jeanne et Gaëlle, deux femmes que tout semble opposer, se rencontrent par hasard alors qu'elles cheminent en solitaire sur les sentiers de Compostelle. Sans vraiment le vouloir, elles finissent par poursuivre leur route ensemble en s'éloignant progressivement de l'itinéraire initial pour s'enfoncer au cœur de l'Aubrac. Là, au milieu des pâturages parsemés de narcisses, elles apprendront à se connaître et à se comprendre malgré leurs différences, voire leurs différends. Comment tout a commencé ? Écoutons Salma nous le dire, ou plutôt nous le lire. Depuis qu'elle avait trouvé ce magazine un soir d'errance dans le dernier tram,
Gaëlle élaborait son plan. Elle quitterait Ludo, leur squat de la ruelle au pinson et leur rêve qui s'épuisait sur un bout de trottoir pour suivre le tracé rouge de la carte de point en point. Des noms qui ne lui disaient rien, mais qu'elle récitait tout bas comme un poème prenant peu à peu corps avec elle. Elle gardait précieusement sur elle quelques billets de banque qu'elle s'était juré de ne pas partager. De quoi acheter un aller simple en seconde classe et un peu plus encore. C'était l'argent volé l'hiver dernier à la petite vieille de la maison d'en face, sans remords parce qu'elle la trouvait laide, parce qu'elle la trouvait vieille et parce que les vieux, de toute façon, elle ne les aimait pas. À l'aube d'un matin d'avril, dans la villa abandonnée, Gaëlle ouvrit son duvet et enjamba les corps endormis à même le sol. Dehors, le nez au vent, les cheveux ramenés en boule sous sa casquette, elle zigzaguait dans les herbes folles le long de la voie ferrée. Elle avait accroché, sur le rabat de son sac à dos, une coquille trouvée dans une poubelle et lavée dans l'eau du canal. Sur le quai, l'autorail de 6 heures, emmitouflé dans la brume, attendait. Camilla, tu t'es laissée embarquer sur les chemins de randonnée à la suite de Jeanne et Gaëlle. Quel est ton sentiment sur cette histoire de rencontre et d'amitié ? Mon sentiment, c'est que c'est un très 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 beau livre, très touchant. Donc c'est sur les chemins de Compostelle, à travers les champs de narcisses, au cœur des paysages de l'Aubrac, que Jeanne et Gaëlle se rencontrent et avancent côte à côte sur les sentiers, à la redécouverte de soi. Dans ce roman, à l'allure de peinture, Sylvie Wojcik nous montre à quel point une rencontre, aussi brève soit-elle, nous fait grandir, évoluer. Au rythme de la marche, les langues se délient, les cœurs s'ouvrent et prouvent que le temps présent est précieux. Jeanne se révèle touchante et Gaëlle se libère peu à peu. Cette rencontre entre les générations nous dévoile 2 portraits de femmes que tout oppose, mais qui portent ce même désir d'avancer pour s'autoriser à être elles-mêmes. L'écriture est délicate. Et le roman nous prouve que les rencontres, tout comme les fleurs, peuvent être éphémères et puissantes. Je cite, « Après un passage à vide, elle retrouve la légèreté du déplacement, l'envie de partir, la cadence familière de ses pas, le besoin de la sinuosité enivrante d'un nouveau chemin. Elle est à nouveau sur pied. Pour combien de temps ? Peu importe. Il y a longtemps qu'elle ne vit plus qu'au présent. Elle avance sur un chemin qu'elle trace au jour le jour et elle a appris à trouver ça passionnant. » Fin de la citation. L'amitié et l'attachement fugace qui lie les 2 femmes semblent souligner que le plus important, ce n'est pas combien de temps on passe ensemble, mais la valeur du moment et l'expérience qu'on en retire. Ce n'est pas le passé qui définit qui nous sommes, mais la capacité à se relever pour se tourner vers l'avenir, prendre un nouveau départ et mettre fin à ce qui nous pèse pour marcher d'un pas léger. Alors merci pour cette douce lecture. Pour changer des plaines de l'Aubrac, cap sur la Tunisie, pays natal de Yamen Manaï, auteur de 4 romans parus aux éditions Elisade, dont Lama Ardent, publié en 2017, qui a reçu 7 récompenses, dont le prix des 5 continents de la francophonie. Son dernier roman, Bel Abîme, donne la parole à un jeune homme emprisonné pour des crimes qu'il revendique auprès du psychiatre de la prison et de son avocat. Le récit se compose d'un monologue d'un garçon de 15 ans qui mêle rhétorique, mots crus et dialecte tunisien. À travers lui se révèle l'adolescence volée d'une génération représentative des jeunesses du monde arabe, projetée dans l'âge adulte sans passer par l'enfance, entre révolution ratée et montée de l'islamisme. Quel crime a-t-il pu commettre au nom de quel amour perdu ? En creux, le lecteur est plongé dans la vie des adolescents tunisiens, déchiré entre l'envie de liberté et les injonctions religieuses, dans une Tunisie post-2011 à la violence désespérée. Mélissa, tu donnes voix à cet adolescent écorché, le temps d'une lecture. Nous t'écoutons. Maître Bakouche, vous plaisantez. Vous pouvez me cogner comme tous les autres l'ont fait. Mais je ne vous appellerai pas maître. Vous pouvez vous brosser. Je ne le dirai pas. Je ne suis pas votre chien. Monsieur, c'est tout ce que je vous dois. Et encore, c'est parce que je ne vous connais pas. Peut-être qu'en vous connaissant mieux, je finirai par vous appeler l'enculé. Que je me calme ? Détrompez-vous. Calme, je le suis. Ne croyez pas à cause de ma gueule retournée que je suis échaudée pour autant. Vous êtes là pour m'aider ? Permettez-moi d'en douter. Vous ne me connaissez ni d'Ève, ni d'Adam, et vous voulez m'aider.
Les êtres les plus proches m'ont toujours enfoncé. Alors comprenez que j'ai bien du mal à croire à la main tendue d'un inconnu. C'est que c'est votre métier. Vous êtes un avocat commis d'office. C'est étrange. Je ne savais pas qu'on pouvait être maître et commis à la fois. Que je baisse d'un ton? Vous n'êtes pas mon ennemi. Qu'en savez-vous? Avez-vous des enfants, monsieur Bacouche? Les aimez-vous? Le leur dites-vous? Les prenez-vous dans vos bras? Les embrassez-vous? Ou êtes-vous comme vos congénères à les aimer à votre façon? C'est à moi de répondre aux questions. D'accord, entendu. Mon dossier est sur la table, épais comme la Bible. J'ai déjà tout dit aux policiers. Alors que voulez-vous savoir de plus? Reprendre depuis le début? L'affaire est sérieuse. Un peu qu'elle est sérieuse. C'est même l'affaire la plus sérieuse de ma courte vie, pardon. Les charges qui pèsent sur moi sont lourdes. Vous croyez qu'elles datent de cette nuit, les charges qui pèsent sur moi? Laissez-moi vous dire, depuis le début que j'ai ouvert les yeux sur ce monde, je le sens peser sur moi de son poids injuste, et je m'y suis habituée. Alors vos charges lourdes, vous pouvez vous les mettre où je pense. Kowiyu, ce roman t'a marqué. Peux-tu nous en parler? Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de faire partie du jury qui a délibéré sur la sélection faite par nos camarades du Master de politique éditoriale. La légende raconte qu'un soir d'hiver glacial, Yamen Manaï eut un déclic, celui de faire le bilan de la révolution tunisienne. Car cette révolution, comme ce soir d'hiver, donnait des frissons. Dès lors, l'auteur eut l'idée de porter à la face du monde des désillusions de la révolution tunisienne au travers d'une fiction autour d'un adolescent révolté par une société où tout sonne faux. Du berceau à la tombe, le narrateur présente la face obscure de l'amour lorsque la société nous arrache notre seule lueur d'espoir. La lueur d'espoir de l'adolescent était Bella. Tenez-vous tranquille, Bella n'était ni son épouse ni sa prétendante. Qui peut-elle bien être alors? Il faut lire le livre pour le savoir. En réponse à la conspiration qui l'a privé de sa plus proche amie, le personnage se livre à une traque et une chasse à l'homme qui le plongera davantage dans un abîme creusé par sa famille et la société tout entière. Bel abîme est l'histoire d'une vie, l'éloge d'un cœur meurtri et, in fine, l'analyse sociologique d'une société à volo. Je vous remercie. Continuons de voyager, cette fois entre New York et la Grèce, à bord du taxi de Théodora, l'héroïne de l'aube américaine, qui porte un nom très proche de celui de la romancière elle-même, Émilie Papatheodorou, dont c'est le premier récit de fiction. En parallèle, après avoir été journaliste chroniqueuse dans l'émission Click sur Canal+, puis rédactrice en chef adjointe chez Combini, elle est aujourd'hui rédactrice en chef de Click. Mais revenons à Théodora. À 30 ans, elle est chauffeuse de taxi à New York où elle vit avec sa grand-mère qui a perdu la mémoire. Elle redouble d'efforts au quotidien pour raviver les souvenirs de son aïeul. Évocation de sa jeunesse qui a grandi à Thessalonique. Un jour, Théo fait la rencontre d'Ethan, un bel homme souffrant d'alcoolisme, lui aussi au bord de l'effondrement. Que vont devenir les trois personnages de ce premier roman, tiraillés entre leur passé et un avenir désirable? Kenza, comment toute cette histoire a-t-elle commencé? Nous t'écoutons. Alors que je plongeais les mains de Yaya dans l'eau tiède, je remarquai pour la première fois qu'elles étaient devenues fuyantes, se dérobant déjà à la vie. Je sursautai et les noyai d'un geste avec sous les bulles de savon. Mais submergée par le désir insolent de ramener à ma vue ces deux témoins d'une existence en berne, je vidai l'évier d'un coup de pouce nerveux. Yaya avait des mains d'apparence lunaire, pas tant par les cratères qui sillonnaient ses paumes que par l'absence de vie qui y régnait. Je posai sur les mains de ma grand-mère un regard inquiet à l'idée de rompre le charme. Je les frottais avec impatience pour amener un peu de chaleur à ses doigts, tentant de calmer l'ardeur juvénile de mes gestes. Le rouge coulait abondamment dans l'évier. Il s'accrochait aux mains de Yaya, tandis que les miennes, trop neuves encore pour être tachées, reprenaient leur teinte naturelle.
Par miracle, les quelques îlots écarlates avaient redonné de la couleur à ses poings délavés. La fuite des pigments, plus vive que du sang, nous ramenait à la réalité. Il n'était plus question de la travestir. Les œufs peints trônaient sur la table de cuisine dans l'attente du prochain match. Dans le folklore grec de la Pâque orthodoxe, on appelle cette tradition la tsugrima, la fissure. Il faut faire s'entrechoquer des œufs afin d'ébrécher celui de son adversaire. Au moment du heurt, on doit prononcer cette phrase. Le Christ est ressuscité. Nous en avions fait une cérémonie de tous les jours, dépouillée de toute religiosité. Certains ont la manie des jeux d'argent, d'autres fument pour passer le temps. Yaya et moi, on jouait à casse-coquille. Qui d'elle ou moi en sortirait indemne? Les œufs sont, paraît-il, le symbole de la vie et nous pensions lui faire gagner quelques idées à chaque victoire. Ce rituel était sans doute notre pied de nez au mauvais sort. Alicia et Amira, vous qui avez suivi Théodora dans son périple, qu'en dites-vous? Entre les quelques pages de ce livre se dessine une balade singulière. La recherche d'une identité profonde, quelque peu égarée, voire jamais vraiment connue, noyée au creux d'une mémoire qui fait défaut. Cette déambulation, dans une Amérique au doux parfum grec, est rythmée par les aventures d'une conductrice de taxi, métier d'autant plus singulier pour une femme. On se retrouve pourtant bien vite confortablement assis sur le banc de son épave adorée, pendant que Théo nous conte son odyssée et ses quelques intrigues, toutes les plus renversantes les unes que les autres, un peu comme si elle se délectait de nos expressions surprises après un dos d'âne pris à toute vitesse. On s'éprend finalement de cette pub poétique qui nous révèle les secrets d'une femme, nous fait découvrir l'amour qu'elle porte à un homme et à la femme qui partage sa vie, Yaya, sa grand-mère. Et lorsque les portes du taxi se referment, on en ressort l'esprit rempli d'histoire, d'envie de conquête sous le soleil et de voyage au bout du monde. L'aube américaine semble dire la possible existence d'un roman méditerranéen au féminin. Il paraît entretenir un dialogue avec les deux rives de la Méditerranée, tant par ses thèmes que par certains aspects de son écriture. D'abord, par le pouvoir conféré aux deux protagonistes femmes, Yaya et Théodora. Toutes les deux sont les garantes des mémoires et se présentent comme des femmes conteuses qui assurent un dialogue intergénérationnel. Ensuite, le temps que Théo fredonne l'air d'à vous dirais-je maman, afin que Yaya retrouve le monde réel après avoir volé du chocolat, l'oralité s'invite sous forme d'une comptine écrite en alphabet grec. Enfin, personnage peu commun, comme l'a dit Alicia, Théodora, chauffeur de taxi, est en perpétuel mouvement. Mouvement de liberté, de fuite, de rencontre avec l'autre, mais aussi de rencontre avec soi. Histoire se situant à New York, tout en portant en elle les fragrances de la Grèce, quête d'identité où les voix du passé et du présent s'entremêlent, tendresse à l'égard des aînés et le temps qu'il est nécessaire de leur consacrer, histoire d'amour nullement évidente et tant d'autres belles choses, ainsi est le roman. Retour en France en compagnie d'une autre tête brûlée, j'ai nommé Juan Llosa, le narrateur des Sirènes d'Esvedra, un célèbre DJ contraint de se mettre au vert suite à des troubles de l'audition. Si l'auteur Tom Sharby n'est lui-même pas DJ, il a pourtant aussi changé de vie, car après une carrière d'enseignant-chercheur en sciences politiques et sociales à Paris, il se consacre aujourd'hui à l'art de la poterie à Balazuc, en Ardèche, où il réside actuellement et partage son temps entre son métier de céramiste et l'écriture. Keep partying like it's your job, mixé David Guetta en 2011. L'ex-DJ Juan Llosa le voudrait bien, si ses tympans n'avaient pas subi 20 ans de fêtes à plein volume. Autrefois guest star des plus grands festivals d'électro, le voilà forcé, à 40 ans, de prendre une retraite anticipée dans un village reculé d'Ardèche, où les habitants sont plus enclins à se mobiliser contre l'extraction du gaz de schiste qu'à se bousculer dans les pogos d'un club d'Ibiza branché.
Rohan prend goût à cette parenthèse paisible dans son parcours mouvementé, mais ne peut s'empêcher de repenser avec nostalgie à son glorieux passé. Replongera-t-il dans l'atmosphère enfumée du monde de la nuit au péril de son ouïe, ou laissera-t-il ses platines derrière lui pour se concentrer sur ce qui compte vraiment à ses yeux? Pour le savoir, encore faut-il commencer par le début, que nous lit tout de suite Christella. C'est une soirée très douce, avec un ciel dégagé et un air frais, très pur. Bien plus pur que l'air de la gare de Lyon que j'ai quitté quelques heures plus tôt. Il n'y a pas d'eau, pas la moindre goutte depuis des mois. Des arbres centenaires sont morts sur pied, secs, craquants, comme des allumettes. D'après les anciens du village, c'est l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées ici, sur cette terre aride, préservée du vacarme, préservée des cataclysmes, préservée d'à peu près tout en réalité, depuis que les volcans se sont éteints. À Paris, puis partout en France, et plus loin ailleurs, le cours tranquille des fleuves et des rivières tournera bientôt au tourment de larmes. Mais pour l'heure, c'est le temps de la sidération. Un temps qui s'est accéléré au point de se suspendre, comme si le battement tranquille des secondes ne formait plus qu'un seul et long signal. Une note continue. Je suis partie de cette maison ce matin même à la lueur d'une aube pleine de promesses. Un café à la main. J'ai regardé le soleil se lever sur les oliviers et ces arbres aux couleurs d'automne dont j'ignorais les noms quand je suis arrivée ici. Me revoilà maintenant dans le salon, plantée devant la télévision, un poing serré sur mon téléphone, le second sur la télécommande, passant d'une chaîne à l'autre, incapable de me poser. Je n'écoute pas ou je n'entends pas, mais à ce stade, cela n'a plus la moindre importance. Anna, c'est encore moi. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Dis-moi que tout va bien. Toi, tu dors dans la chambre, sereine. Tu ne sais rien de ce qui t'attend, rien de ce monde hurlant, rien de l'absurdité et de la brutalité de l'existence. Prends ton temps. Rien ne presse. Et toi, Sarah, qu'as-tu pensé des péripéties traversées par Rohan? Bonsoir. Alors d'abord, je voudrais dire que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. J'ai aimé plusieurs choses, mais du coup, j'ai sélectionné quelques petits points. Tout d'abord, le style. Je trouve que le style crée une intimité entre le lecteur et le narrateur, et ça rend la lecture très agréable. Juan, le personnage principal, il incarne un peu, je trouve, l'anti-héros, mais ça fonctionne. Oui. Mais ses défauts, je trouve, le rendent attachant parce qu'on le voit évoluer tout au long du roman. Je pense aussi qu'il y a un très beau portrait de l'Ardèche qui est dressé, de très beaux paysages. Ça m'a, moi, personnellement, fait voyager. Et les habitants aussi qui sont bienveillants, chaleureux, engagés donc, contre le gaz de schiste notamment, et le tout avec beaucoup d'humour et de dérision. Je vais parler aussi également du dénouement qui, je trouve, est très réussi. Je vous invite vraiment à le lire. Il y a une bonne dose de suspense, d'émotion, et ça donne au livre une toute autre dimension. Personnellement, moi, j'ai trouvé ça inattendu et marquant. Pour finir, je voudrais lire un petit passage que j'ai vraiment aimé parce que quand il arrive, Juan, en Ardèche, il se demande s'il y a une vie après la fête. Et c'est vrai que c'est une bonne question après 20 ans. Mais oui. Et donc, il trouve qu'il y a une vie, en fait, qui est une sorte de supermarché où chacun peut choisir dans les rayons de l'histoire de sa famille plus ou moins proche, de ses amis ou des endroits où il a vécu, les ingrédients permettant de concocter sa petite recette perso. Donc voilà, merci. Fin de citation. Grâce à ces belles lectures et à ces éloges qui en disent long sur les qualités littéraires des œuvres de la sélection, nous pouvons entrevoir la lourde tâche des jurés pour désigner un lauréat. Nous espérons que ces aperçus d'histoires de vie bouleversantes mais surtout marquantes ont attisé votre envie de lire tous ces romans. Mais maintenant que nous avons entendu des lecteurs, place aux auteurs. Dès à présent, intéressons-nous aux coulisses de l'écriture avec une table ronde où 5 auteurs de la sélection du prix Texto vont répondre à nos questions. Je remercie d'abord Astrid de m'avoir accompagnée pendant cette première partie.
Et j'accueille maintenant sur scène Mélissa, étudiante en L3 Information Communication également, pour l'animation de la deuxième partie de notre cérémonie. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à nos auteurs. Donc, vous avez Émilie Papatheodorou, Sylvie Wojcik, Delphine Sobaber, Yamen Manaï et Tom Charby. Vous pouvez les applaudir. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est ravis de vous recevoir ici. Donc, nous venons de l'entendre, vos personnages, chacun à sa manière, traversent une histoire de vie singulière. Ma première question concerne justement cet aspect de vos romans. Est-ce le désir de raconter la trajectoire particulière d'un personnage qui a donné corps à vos récits respectifs? Si quelqu'un veut prendre la parole. J'ai déjà un micro en main, donc je vais me lancer. Hein. C'était mon premier roman, déjà, donc je pense que ça reflète beaucoup de questions que j'ai pu me poser moi dans ma vie. Évidemment, comme ça a été mentionné tout à l'heure, mon personnage principal s'appelle Théodora, c'est mon deuxième prénom, Théodora Papatheodorou. Donc très clairement, elle emprunte un peu à ma vie. Et en fait, je pensais raconter une fiction. Je voulais m'évader de ma vie un peu étriquée et de ma réalité, parce que je trouve que la fiction est vraiment un lieu de liberté absolue. Et en fait, j'ai été rattrapée par ma vie. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais en tout cas, je me suis inspirée de ça, voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut répondre à la question? Donc, dans Les Narcisses Blancs, c'est une histoire, l'histoire d'une rencontre qui a été inspirée d'une marche et d'un lieu. C'est le lieu qui a donné vie au personnage, en fait, à cette histoire courte d'un parcours ensemble. Mais c'est parti de la géographie. Eric, le narrateur de Plexiglas, Mon Amour, est quant à lui pris dans la crise de Covid-19 que le monde traverse depuis l'année 2020. Nous ne pourrons malheureusement pas entendre son auteur, Éric Chevier, victime lui-même du virus. Mais chacun de vos livres porte une trace du contexte contemporain, qu'il s'agisse de la société arabe de ces dernières années, dans Bel Abîme, de la lutte contre l'extraction du gaz de schiste ou de la fin de vie dans la fille de la Grève. Quelle place donnez-vous à l'actualité et comment le réel nourrit-il votre écriture? En faisant entrer l'actualité dans le roman, rend-on le réel romanesque? Et je vous pose la question, Yamen Manaï. Bonsoir, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et très content de faire ce débat. Alors, est-ce que la réalité s'impose à nous? Oui, en fait, moi, pour ce livre... La réalité a explosé en pleine face. C'était un soir, donc comme l'a dit le jeune qui a présenté le livre tout à l'heure, c'était un soir de grand froid où j'ai vu porter à la télé des disputes entre députés tunisiens au sein du Parlement. Et c'était vraiment des disputes qui allaient jusqu'à l'agression physique et verbale. Et alors, cette violence... s'est emparé de moi et m'a beaucoup gêné, m'a vraiment dérangé. J'avais l'impression de voir toutes les aspirations que nourrissait cette révolution et les aspirations, les belles aspirations par ailleurs que nous avons tous d'un monde plus beau, plus écologiste, plus respectueux des uns et des autres. J'avais l'impression qu'à l'échelle de la Tunisie, c'était la débandade totale, que c'était la fin de cette illusion. Et la littérature est venue m'aider à me saisir de cette matière qui est vraiment très laide là pour le coup, et à en faire quelque chose de littéraire, de romanesque, et qui permet de poser les tabous sur la table, de discuter entre les générations, et surtout de faire de la littérature, ce qui est vraiment après quelque chose de beau pour moi. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vois que Tom Charby acquiesce beaucoup. Est-ce que vous avez un mot sur ça? Oui, je sais si je réponds à la première question ou à la deuxième question. Celle qui vous fait plaisir. Bon, bonsoir à tous pour commencer. Oui, ce que je peux peut-être dire, c'est que
au fond, je pense que se saisir d'un personnage est une façon de parler de plein d'autres choses. Évidemment, quand on parle d'un personnage, on parle de sa vie, de sa trajectoire et de son tempérament, etc. Mais en tout cas, dans Les Sirènes d'Esvedra, ce personnage, il permet de parler des transformations de la société depuis le début des années 90. Au fond, c'est quelqu'un qui est monté dans un avion au milieu des années 90 et qui en est redescendu 20 ans plus tard et qui est resté perché pendant 20 ans, au sens propre comme au sens figuré. Donc évidemment, l'atterrissage est très difficile pour lui, pas simplement parce que c'est potentiellement une fin de carrière et qu'il souffre, mais parce que il a du mal à se mettre à la page, il a du mal à comprendre ce qui lui arrive, il a du mal à comprendre ces évolutions de la société. Et Dieu sait que, faites cet effort d'imagination, c'est pas très compliqué. Imaginez que vous soyez absenté au milieu des années 90 et que vous réatterrissiez 20 ans plus tard, vous avez loupé la mondialisation, les crises successives de l'économie, l'arrivée d'Internet, le terrorisme, les transformations des rapports entre les hommes et les femmes, les transformations du monde du travail. Voilà. Donc en fait, pour répondre à la première question, je dirais que c'est ça, un personnage, il doit être incarné, il doit être romanesque, on doit s'identifier à lui, on doit ressentir de l'empathie, on doit vibrer avec lui, y compris quand il est un peu désagréable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de raconter autre chose à travers l'histoire singulière d'un personnage. Merci beaucoup. Je crois que Loli, tu as une autre question. Donc, dans Les Narcisses Blancs, Jeanne et Gaël se rencontrent au-delà de leurs différences d'âge et de leur mode de vie. Juan Yosa, qui n'avait que mépris pour la vie de province, devient familier des mœurs locales, pourvu qu'il y a à boire. Chaque roman fait la part belle à la rencontre et à l'altérité. En cette période de défiance sociale, voire de repli sur soi, la littérature a-t-elle, selon vous, le pouvoir de favoriser l'ouverture d'esprit ? Quelqu'un se lance ? Oui, je pense que c'est un objectif et une qualité première de la littérature, d'ouvrir l'esprit, de se plonger dans une histoire et par là même de rencontrer des personnages différents, des personnages qu'on ne rencontrerait pas ou au contraire qu'on rencontrerait et qu'on aime suivre. Ce que j'ai voulu, moi, dans mon roman, c'est ça, c'est vraiment la différence. Une rencontre improbable qui marque chaque personnage dans sa vie future et c'est pour moi indispensable et essentiel. Merci. Et vous, Delphine, qu'en pensez-vous ? Merci aussi de m'avoir invitée. Je suis très très heureuse d'être devant un public d'étudiants si aimants de la littérature. Oui, forcément, le livre, c'est l'ouverture sur l'autre. Moi, à titre personnel, je suis journaliste. Je pense que je le suis restée aussi, même à travers la fiction. Je me suis incarnée dans une vieille femme qui est au seuil de sa propre mort qu'elle décide, qu'elle a planifiée, et elle s'adresse à sa fille. Donc, évidemment, à travers ce récit, j'ai voulu parler du regard que l'on porte, notamment sur la fin de vie, sur la personne âgée, sur la personne qui s'en va. Et c'est un récit où la fin renoue avec son début, parce que quand on est vieux, souvent on revient en enfance et on remonte son fleuve. Et donc cette femme le fait aussi pour se libérer d'un certain nombre de choses. Mais à travers la fiction et ce personnage que j'étais un peu, parce que moi en l'occurrence je l'ai écrit pendant le confinement que j'ai extrêmement mal vécu. Donc ça m'a ouvert déjà mes propres portes. J'ai ressenti un vrai sentiment d'oppression et un vrai sentiment de violence du monde. Je me rappelle, je lisais beaucoup la nuit. On parlait encore de la thèse du pangolin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, je lisais beaucoup sur la disharmonie entre l'homme et la nature. Donc, la nature est un thème très présent, le mal que l'on fait à la nature. Donc, oui, la littérature, pour moi, est un acte militant aussi. Mais donc, forcément, ça ouvre sur le monde. Mais il y a des choses qu'on a envie de faire passer, soit en conscience, soit malgré soi. Voilà. Merci. Émilie, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur l'ouverture d'esprit et la littérature ? Je rejoins beaucoup ce que vous avez dit. C'est vrai que, et pendant le confinement, et même pour la construction de soi, je trouve que la littérature, moi, ça a été mon premier lien au monde. J'étais quelqu'un d'assez renfermé, je ne savais pas parler aux gens. Et la littérature a été le vecteur. On pourrait penser que ça m'a enfermée, mais au contraire, ça m'a emmenée dans d'autres mondes. Ça m'a permis de faire des rencontres, de dialoguer avec ces personnages fictifs. Et c'était un premier pas pour après dialoguer avec des humains. Donc en ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et sur le dialogue des générations aussi, ça permet...
pense, enfin en tout cas là dans le livre, de dialoguer avec des gens qui ne sont plus là. Moi ça a été le cas pour ma grand-mère qui est décédée quand j'avais 13 ans. Et donc voilà, donc, le livre raconte ça notamment. Merci beaucoup. Je suis désolée, on a un peu pris par le temps, donc je vais devoir vous poser une dernière question. Donc pour finir cette table ronde, et comme le soulignaient les jurés, vos textes se distinguent par des styles remarquables jouant sur l'oralité, la poésie, l'humour parfois caustique. La plume acerbe du narrateur de Bel Abîme fait douter de son âge et le langage cru de Juan Llosa dans Les Sirènes d'Esvedra le rend parfois désagréable. Donc j'aimerais savoir, Yamen Manaï, comment avez-vous travaillé votre style ? Alors c'est vrai que le style du livre est assez particulier parce qu'on est dans un monologue du début jusqu'à la fin. Tout le livre est porté par la voix de l'adolescent qui intériorise les questions de ses interlocuteurs et après les restitue à sa façon. Donc avec un langage qui traduit une grande maturité, et cette maturité en fait lui provient de la lecture. Parce que cet adolescent est un lecteur et la lecture l'a construit, lui a donné un œil critique sur le monde. Donc en fait, dans le livre, il y a l'éloge de ce qu'apporte la littérature à l'humain, qui est donc pour le coup la possibilité de raconter son histoire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires encore plus tragiques ou peut-être dramatiques que celle de Bel Abîme, mais qui n'arrivent pas à ressortir, qui n'arrivent pas à rejaillir, faute de vocabulaire, faute de maîtrise de la langue. Et c'est pour ça que j'encourage toujours tous ceux que je croise dans les lycées, dans les écoles, quel que soit leur milieu, je leur dis que la littérature et la lecture, c'est vraiment une arme pour transmettre ce qu'on a au fond de ses tripes, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Bel Abîme. Merci beaucoup. Donc on vient de me dire dans l'oreillette qu'on avait un peu plus de temps. Donc Loli, si tu veux poser une question de plus, c'est avec plaisir. Après, sinon, on peut peut-être, comme on a déjà abordé un peu le thème des relations intergénérationnelles, on peut peut-être demander à Tom Charby de parler un peu de son style et de son personnage qui aussi est assez, comme on l'a déjà dit, un peu anti-héroïque, c'est sur les bords. Oui, c'est vraiment anti-héros. Le style, on le sait tous, c'est le cœur du travail littéraire. Et je pense que quand la forme épouse le fond, quand il y a une vraie cohérence entre les choix stylistiques qu'on peut faire et l'évolution d'une histoire ou de la psychologie d'un personnage ou simplement le cheminement d'un récit, voilà, c'est cette adéquation que j'ai cherchée. En réalité, le style évolue beaucoup. Il oscille entre des passages qui tiennent en effet de l'oralité, d'une forme de nervosité qui est celle du langage qu'on emploie tous les jours et que ce personnage-là emploie tous les jours. Mais à mesure qu'on avance dans l'histoire et que ce personnage se pose dans tous les sens du terme, je dirais, sa capacité à écouter les autres, à être plus contemplatif, se traduit stylistiquement par le fait qu'il y a des passages qui sont plus lyriques, on pourrait dire, ou en tout cas qui sont moins dans cette nervosité qu'on a au début du livre. Donc, comme pour toute chose, je pense que il faut que le style, comme la psychologie des personnages, je sais pas, je pourrais prendre un exemple, mais ça se passe beaucoup en Ardèche. Au tout début du livre, il dit quelque chose comme c'est beau, c'est sûr, on voit pas ça partout. Et c'est tout. Parce qu'il est incapable de voir en réalité. Et puis à la fin du livre, on a des descriptions qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus fouillées, parce que ça témoigne du fait qu'il a enfin ouvert les yeux. Moi, j'aurais une petite dernière question. Il y a la question de l'intergénérationnalité qui est beaucoup abordée dans plusieurs de vos romans. Donc, ce que je me demande, c'est contre la menace de l'oubli, faut-il partager les histoires de vie d'une génération à l'autre, mais aussi entre auteurs et lecteurs ? Par exemple, ce livre, depuis que j'en parle devant des comités plus ou moins intimes, c'est vrai que quand une personne âgée, une lectrice, vient me voir à la fin, les larmes aux yeux, et me dit
merci d'avoir parlé de nous, on est vraiment des invisibles. Ou une autre, elle me dit, je viens d'avoir 80 ans et je parle de la mort tous les jours avec ma meilleure amie, c'est la seule personne avec laquelle je peux en parler. Je ne peux pas en parler avec mes enfants, parce que c'est un thème qui est compliqué. Quand on a 40 ans, on est dans le tourbillon de sa vie, ça. Et elle me dit, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment faire. Je lui dis, je n'allais pas forcément lui donner des conseils adéquats, mais je suis vraiment dans un partage que je n'avais pas forcément prévu et qui me relie par les mots à l'essence de ces personnes, puisqu'elles me parlent de leur vieillesse, de leur peau qui se ride, de leur vie qui s'en va, de leur horizon qui se rétrécit, de leurs enfants qui ne veulent pas entendre parler de leurs fins proches. Et j'avoue que je suis saisie par ces moments-là, parce que je ne l'ai pas voulu, mais Enfin, je ne l'ai pas voulu consciemment, mais j'ai écrit évidemment en pensant à ça très fortement même. Mais oui, enfin, je pense, et ça y est, on parlait du pouvoir de la littérature et des mots, ce sont des ponts qui nous relient. Là, en l'occurrence, c'est une des fortes thématiques de mon livre. Donc ça me transcende quand on parle de ça. Enfin, c'est en l'occurrence la personne qui me fait un cadeau, c'est pas moi qui lui ai fait cadeau de mon livre. Voilà. Et pour rebondir, je trouve que c'est aussi s'assurer que les personnes qu'on a aimées, que les vieilles personnes ne meurent pas, en fait, en écrivant. On s'assure que cette mémoire-là, elle perdure, elle existe. Moi, il s'agit d'histoires d'immigration, donc d'histoires extrêmement taboues que les générations d'avant ont été incapables de raconter. Donc moi, j'ai dû à la fois les raconter, les inventer, les fantasmer. Et c'était important pour moi de raconter ça parce que quand on a une histoire familiale qui, je pense, est commune à plein de gens, qui est très lacunaire, où il y a des trous, là, la littérature fait son œuvre et vient réparer des choses qui se passent dans des familles. Et il y avait aussi quelque chose d'important, je pense, c'est que c'est vrai que la manière dont on traite les personnes âgées dans nos sociétés, elle pose question. Elle pose question parce que je viens d'un milieu méditerranéen où, évidemment, nos ancêtres, on les accueille au sein de la famille, on les garde avec nous jusqu'au bout. Et en fait, ça s'est imposé à moi, mais de manière totalement inconsciente dans le livre. Je me suis pas dit, je vais écrire là-dessus. Mais finalement, ce qui est en trame de fond, c'est ça, c'est comment on traite nos aînés, comment on les accompagne jusqu'au bout et comment on fait perdurer la mémoire après leur mort. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci à vous 5. Grâce à vos explications, nous percevons à quel point l'art du récit est primordial. L'histoire a de l'importance, mais c'est la manière de raconter qui donne du relief à ce qui pourrait sembler banal ou passer inaperçu. Or, c'est aussi l'un des traits marquants de l'écriture de Grégoire Bouillet, qui a choisi, en écrivant le dossier M, de suivre son inspiration à la manière des musiciens de jazz improvisés, qui s'affranchissent de la partition sans la perdre de vue, en jouant sur les changements de rythme et de tonalité. Le moment est justement venu d'accueillir Grégoire Bouillet, qui lui aussi raconte des histoires de vie. La sienne, en l'occurrence. Ainsi, le dossier M dont vient de parler Loli est un imposant roman autobiographique en 2 tomes, publié aux éditions Flammarion en 2017 et 2018 et récompensé par le prix Décembre. Le dossier M, c'est 1418 pages au total. Comme le dit si bien Grégoire Bouillet, je cite « Comme si cela ne suffisait pas, c'est aussi un site web ». Fin de citation. Avec ce projet autobiographique, Grégoire Bouillet a voulu repousser les limites de l'objet livre en lui-même, en ajoutant des pages de texte, mais aussi de sons, d'images et de vidéos que vous pouvez retrouver sur le site ledossierm.fr. Ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence pour remettre le prix à l'un de nos 6 auteurs en lice. Jusqu'à ce soir, nous avons gardé le secret. Trêve de suspense, sous vos applaudissements, Monsieur Grégoire Bouillet. Bonsoir. Bien sûr. Merci beaucoup. Quel accueil. Bon, la littérature a un petit peu à voir avec la vérité. Alors moi, je connais le nom du gagnant. En fait, c'est assez émouvant de remettre un prix. Je suis bien placé pour savoir parce que j'en ai reçu 2 et en remettre un, c'est assez émouvant. Je sais l'importance qu'il peut y avoir à recevoir un prix. Hein, pour le livre, c'est vraiment bien. Ça lui donne une visibilité. Pour l'auteur, c'est sympa. Ça reconnaît son travail et c'est quand même important. Cependant, je vais me faire un petit peu mal voir, mais quel que soit le lauréat ce soir, il ne faudra pas croire que ce livre est meilleur que les autres, que tous les autres qui sont en lice. Fondamentalement, ça n'a pas de sens de dire qu'un livre est meilleur qu'un autre. Stendhal est-il meilleur que Flaubert? Rimbaud meilleur que Ronsard ou Tarcos? J'imagine que personne n'a envie de se mouiller sur la réponse. Hein.
Donc, je sais bien qu'on nous vivons tous dans un monde qui fait de la concurrence un art assez pourri de vivre en société, sauf que la littérature et l'art en général, ce n'est pas une compétition. Enfin, je crois pas, en tous les cas, pas pour moi. Une compétition peut-être avec soi-même, mais en tous les cas, pas une compétition au sens social du terme. Bon, j'avais écrit une phrase, mais elle me semble pourrie maintenant. Bon. On ne peut pas dire que Balzac a battu Zola 3 buts à 1 grâce à une tête de nana. Bon, bref. On peut aussi penser aux élections et aux débats, et qui est le meilleur, et le match retour, et toute cette métaphore sportive et limite guerrière est assez agaçante, et je pense qu'elle n'a rien à voir avec la littérature. Chaque livre est singulier, chaque livre déploie un univers, une langue, un rythme, une énergie qui lui sont irréductibles, et chaque livre a ses propres enjeux. Ce qui fait que loin de s'opposer ou de rivaliser, tous les livres sont complètes. Ils sont comme une grande galaxie où l'humanité se donne un peu à entendre et s'exprime. C'est fort, hein, comme... Parfois je m'épate. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas apprécier certains livres plus que d'autres. Mais c'est alors pour des raisons complexes et fragiles. J'aime bien cette phrase de Boris Vian qui disait qu'avant de donner son avis sur un livre, il lui faudrait d'abord raconter toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'au moment où il donne son avis sur le livre. Sa naissance, c'est-à-dire son milieu social, ses parents, même ses amours, ses défaites, tout. Parce que tous nos jugements procèdent de notre histoire personnelle. Ils en sont l'émanation, et la moindre de nos opinions exprime finalement nos démêlés avec notre biographie et avec notre époque. Et 9 fois sur 10 n'exprime que, d'ailleurs. Donc je tiens à dire à ceux qui ne vont pas recevoir le prix qu'ils ne s'en fassent pas trop. C'est pas si grave. On est ici, là, ce soir, dans la partie sociale de la littérature et pas dans la littérature elle-même. Donc continuez d'écrire et ne doutez pas. Eh bien, je vous propose d'annoncer le lauréat, peut-être. Je voudrais bien une enveloppe. Elle est juste ici. Non, mais il faut faire le rituel. Hein. Tenez. Pour info, elle m'a coupé, j'avais plein d'autres trucs à dire. Hein. Je suis désolée. Maman, on Alors, me taper sur les doigts après. Est-ce qu'il y a un roulement de tambour? Voilà, merci. Merci. Le lauréat du 2e prix Texto est attribué à Yamen Manaï pour Bel Abîme. Merci. Je vous invite à venir sur scène. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Quoi dire? Je suis vraiment très heureux que vous soyez sensible à la voix de cet adolescent tunisien qui prouve que en fait, la cause des plus faibles résonne en chacun d'entre nous par-delà les frontières, qu'on a besoin de porter une attention particulière à notre jeunesse, à l'héritage qu'on leur laisse. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec les autres nominés. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je pensais que, vu la sélection, je pensais qu'on applaudirait un autre lauréat, et j'aimerais leur dédier ce prix aussi, et j'espère que leurs œuvres seront plus partagées grâce à cette cérémonie et à ce que vous en ferez. Voilà, donc il n'y a pas de perdant, hein, et voilà, je suis très heureux de ce moment. Merci. Encore une fois, nous tenons à féliciter Yamen Manaï pour Bel Abîme, dont le jury a loué l'originalité et la puissance. Ce roman bref nous a toutes et tous impressionnés par sa maîtrise. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de notre cérémonie. Pour clore en beauté cette soirée de remise du prix Texto, nous remercions la CVEC qui a financé le projet, ainsi que Judith Mayer, Claire Polian et l'équipe d'organisation des rencontres Texto à l'origine du projet, tout particulièrement Carole Bedou, Magali Terrier et Jennifer Akin-Miezan-Rivaillon.
Plus largement, l'équipe se compose du service culturel, du service de la communication et de la bibliothèque universitaire. Nous souhaitons également remercier chaleureusement pour l'organisation de la soirée, la promotion 2021-2022 du Master 2 Politiques éditoriales, qui a participé activement à la composition de la sélection, ainsi que la promotion de licence 3 Information Communication, parcours culture, médias, édition, pour leurs interviews des auteurs et leur émission littéraire consacrée à la sélection sur Radio Campus. Nous n'oublions pas de remercier la Maison de la Poésie ainsi que toute l'équipe pour son accueil, pour la régie son et lumière ainsi que pour la communication autour du prix Texto. À ce propos, nous adressons également nos remerciements à Radio Campus pour la promotion de l'événement à l'antenne, sur ses réseaux et sur son site. Vous pouvez justement retrouver sur le site de Radio Campus et sur notre web radio 13e Monde l'émission Un monde à lire, l'apéro littéraire des étudiants de l'université Sorbonne Paris Nord, ainsi que les interviews des 6 auteurs de la sélection. Bien évidemment, nous remercions chaleureusement les 6 auteurs nominés, dont 5 nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir, Delphine Sobabert, Sylvie Vauchic, Émilie Papatodoro et Monsieur Tom Charby, Enfin, un grand merci à Grégoire Bouillet pour sa présence ce soir en tant qu'invité d'honneur. J'invite les auteurs, les jurés et les membres du Club Théâtre à remonter sur scène, s'il vous plaît. Donc, je crois que Kouwiyu a encore quelque chose à remettre à notre lauréat. Cher lauréat, le jury a été très impressionné par votre ouvrage. Le jury vous remercie de la cause que vous défendez et le jury espère bien que votre cause sera relayée et que vous susciterez également des engagements et de la passion pour la littérature au sein de ce public chaleureux. Nous vous remercions. Voici votre prix. Merci. Alors, nous espérons que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition avec toujours plus de découvertes littéraires et d'échanges enrichissants. Merci à tous.